Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroir de Clio tout attaché @gmail.com. Aujourd'hui, pour le 13e numéro d'Au Miroir de Clio, nous parlons de la guerre d'Algérie et de ses mémoires si complexes. C'est pour évoquer cette période difficile de l'histoire des deux rives de la Méditerranée. Nous avons l'immense joie, le grand plaisir d'accueillir Bernard Roussel. Bonjour Bernard Roussel. Bonjour Luc Dérault. Alors Bernard Roussel, vous êtes directeur d'études honoraires à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous êtes un historien de la Réforme et du protestantisme au XVIe siècle. Vous êtes notamment l'un des plus fameux spécialistes des écrits du grand réformateur français Jean Calvin, un penseur du XVIe siècle qui a vécu entre 1509 et 1564. Jean Calvin, dont vous avez proposé l'édition d'une sélection d'œuvres pour le compte de la bibliothèque de la Pléiade. C'était en 2009 avec Francis Higman. Mais de Calvin et de l'histoire de la Réforme au XVIe siècle, nous n'allons pas parler aujourd'hui, Bernard Roussel. Il s'agit plutôt d'évoquer ici un moment très particulier de votre vie, votre séjour en Algérie, où vous avez exercé les fonctions de pasteur entre 1960 et 1962. Cette émission s'appuie, je le précise d'emblée, sur un témoignage écrit que vous venez de publier pour le compte du 23e numéro des Cahiers d'études sur le monde arabe et la Méditerranée, les Cahiers d'Emam, un article qui est disponible en ligne. Alors si vous voulez bien, pour commencer cet entretien, Bernard Roussel, peut-être une première série de questions sur votre itinéraire avant le départ pour l'Algérie en 1960, donc votre histoire un petit peu avant 1960. Donc votre histoire, elle débute à Marseille avant la Seconde Guerre mondiale. Alors présentez-nous peut-être un petit peu la situation marseillaise, votre adolescence, les moments que vous avez passés à Marseille avant et après la Seconde Guerre mondiale, Bernard Roussel. Effectivement, je suis Marseillais de naissance, de parents qui ne l'étaient pas. Ils étaient lorrains. Et toute ma jeunesse, l'Algérie a existé. Sur la plage, nous voyions partir les bateaux. Quand nous vagabondions entre la gare et la Canebière, nous étions en plein dans le quartier des Algériens qui arrivaient en France et se préparaient à monter dans le nord, ou bien de ceux qui se préparaient à rentrer dans leur pays. C'était un quartier très animé, mais qui a disparu aujourd'hui. Et surtout, dès l'âge de 15 ans, je me suis lié à des associations d'éducation populaire, club d'enfants, club d'adolescents, dans le quartier de la Belle de Mai, qui à l'époque était tout à fait structuré par le parti et des associations communistes. Et peut-être quelques auditeurs se souviendront que la Belle de Mai, c'est entre le port et le camp de Sainte-Marthe où plusieurs centaines de milliers de soldats ont fait étape, ou bien c'est en haut du boulevard de Plombières, d'où sont parties de très nombreuses manifestations dès 1955 pour tenter d'empêcher le départ des rappelés. Alors à Marseille, j'étais membre d'une communauté protestante, de l'une des 3 communautés protestantes de Marseille, une communauté de classe moyenne. On est à Marseille, donc les protestants ne sont pas très nombreux, mais j'ai eu la chance aussi d'y être formé par un pasteur, Maurice Ferrier-Velti, qui était un témoin presque direct de ce qu'avait été l'Église confessante en Allemagne, c'est-à-dire l'Église qui s'était levée contre les prétentions du nazisme. Et c'était déjà une formation qui nous
préparait à une extrême vigilance éthique et politique contre certains dévoiements de l'action des États. D'autre part, cette église marseillaise avait été touchée par les événements liés au soulèvement qui avait eu lieu à Madagascar en 1948. Nous avions, parce que les protestants de Madagascar y étaient impliqués, nous avions été informés, nous avions accueilli des bannis. Je dis ceci pour expliquer qu'entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, il y a une tradition à la fois de vigilance, parfois d'opposition ou de résistance qui a été transmise de manière vivante. Et donc, j'en ai été le bénéficiaire, et c'est ce qui s'est réalisé quand je suis, cette fois-ci, arrivé à Strasbourg. Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'en 1954, vous choisissez de faire des études théologiques à Strasbourg. Alors, pourquoi ce choix à la fois des études théologiques et de Strasbourg, Bernard Roussel ? Alors, des études de théologie qui préparent, en principe, des études universitaires qui préparent à être pasteur, c'était dans la droite ligne de mes engagements dans les mouvements d'éducation populaire dans des associations protestantes. C'était aussi dans la droite ligne de certains intérêts intellectuels, et je suis allé à Strasbourg puisque c'est une originalité. À Strasbourg, il y a une faculté de théologie protestante, il y en a aussi une de catholique au sein de l'université, ce qui nous permettait d'être étudiants, et pour moi, c'était important d'y être boursier. Et c'est donc je suis arrivé à Strasbourg, où j'ai fait mes études pendant 4 ans. Donc, vous y arrivez en 1954. 1954, précisément, c'est le début de la guerre d'Algérie, avec les événements qu'on appelle de la Toussaint rouge. Donc, comment vivez-vous la guerre d'Algérie depuis Strasbourg, Bernard Roussel ? Comment vivez-vous la guerre d'Algérie ? D'abord, une anecdote. Il s'est trouvé qu'un des premiers soirs où j'étais à Strasbourg au restaurant universitaire, je me suis assis à côté de Richard Andriamanjato, qui fut ensuite l'une des personnalités de la vie politique de Madagascar les plus importantes ou les plus controversées, qui faisait partie de ces bannis malgaches qui étaient en France. Et c'est avec Richard Andriamanjato que j'ai été mis au courant d'un certain nombre d'événements et surtout introduit à la vie du syndicat étudiant de Strasbourg, l'AVGES, qui avait un aspect un peu particulier à Strasbourg, puisqu'il était propriétaire d'un bâtiment, la Gallia, du Resto U, et c'était une époque où l'UNEF y était extraordinairement vivante. L'AVGES, c'est une branche de l'UNEF, hein, c'est la branche strasbourgeoise. Association fédérative des étudiants... strasbourgeois ou quelque chose comme ça. Oui, de Strasbourg. De Strasbourg, oui, d'accord. Donc là, premiers engagements militants à partir du milieu des années 1950. Oui, dès 1954, j'étais un militant de base de l'UNEF, donc les manifestations se multipliaient à divers prétextes, les unes très politiques, les unes plus ciblées, par exemple sur la défense des sursitaires, l'hostilité au départ des rappelés. D'autre part, c'est dans ce cadre-là, et puis avec une autre association, que je n'ai pas cessé d'aller donner des cours d'alphabétisation dans un foyer de travailleurs nord-africains à la Méno. Donc le contact était maintenu. Il y a eu la période de fièvre de 1958. Je fus appréhendé pour distribuer des tracts contre l'avenue du Général de Gaulle. Enfin, ça a été plusieurs années d'apprentissage politique et d'activité politique. Alors, plus précisément, comme étudiant, moi-même, je me souviens avoir accompagné
les rappeler, non pas en Algérie, mais les avoir surtout accompagnés à leur retour, quand après 6 mois ou 9 mois, il fallait qu'ils reprennent le cours d'études un peu brutalement interrompu, en 55-56, et surtout, ce sont eux qui ont commencé à largement diffuser des témoignages sur le tour que prenait la guerre en Algérie, à la fois sur le plan politique et puis du point de vue de la vie pour les militaires, et j'étais mêlé, comme ceci, à la diffusion de ces premiers témoignages. C'était, par exemple, les cahiers du soldat Jean Muller, avec témoignages chrétiens, puis plus tard, la diffusion du livre de Henri Alleg sur la question. Bon, alors, poursuivons un petit peu votre parcours. Nous arrivons à l'année 1958-1959. Alors là, il y a un petit détour dans votre histoire, c'est-à-dire que vous partez aux États-Unis pour poursuivre vos études en théologie à Saint-Louis, donc c'est une parenthèse, et ensuite vous revenez en France, vous êtes pasteur ou apprenti pasteur proposant en Île-de-France, et puis vous choisissez de partir en Algérie en 1960. Bernard Roussel, pourquoi ce choix alors ? Oui, alors le détour, les études à l'époque duraient 5 ans, donc je suis allé faire une 5e année à l'étranger. Ensuite, le stage professionnel, il était prescrit, et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, moi qui étais sursutaire, j'ai été exempté du service militaire. Et je n'ai pas voulu faire de cette exemption un privilège. Tous mes frères étaient partis soldats à la guerre d'Algérie. Tous mes amis y partaient aussi. Et puis on était donc en 1959-1960. Le climat politique changeait, des premières négociations avaient eu lieu, le mot d'autodétermination avait été prononcé, et l'on pouvait penser que l'indépendance de l'Algérie, dont on ne discernait pas encore très bien les contours, n'allait pas tarder, et j'étais aussi attiré par cette perspective de pouvoir être témoin de la naissance d'une nation après plusieurs années de guerre. J'ajoute aussi que l'UNEF était très engagée encore dans les débats. Il y avait eu d'abord la rupture très fortement avec la droite après les barricades d'Alger en janvier 1960, et il y avait plusieurs manifestes qui couraient, les uns pour protéger les insoumis, les autres pour demander une autre réflexion, une autre orientation politique de la guerre d'Algérie. Et donc tout ceci a contribué à me donner l'idée de demander une nomination en Algérie. Bon, alors vous avez fait référence dans vos propos à l'instant à la rupture un petit peu dans la politique du général de Gaulle, le fameux discours du 16 septembre 1959 sur l'autodétermination. Mais est-ce que quand même cette situation politique qui allait peut-être vers l'indépendance, mais qui allait très progressivement, très difficilement, vous faisait pas un petit peu peur ? Vous n'y avez pas de l'appréhension, Bernard Roussel ? Non, peur, non. Il y avait surtout à la fois un sentiment de solidarité, essayer d'aller avec les gens qui vivaient cette période en Algérie, voir comment allait se dérouler le processus menant à l'indépendance, et puis aussi passer la mer, je vous dis, comme beaucoup de soldats, et en même temps, je n'ai pas été exempt de tout danger, mais je n'y partais pas comme militaire. Et la peur n'avait pas de terrain pour se développer. Bon, alors avant de marquer peut-être une première pause, nous arrivons en Algérie. Donc là, nous sommes en 1960. Vous êtes nommé pasteur à Ménerville. Alors présentez-nous un peu cette église, sa localisation, un petit peu son contexte sociologique, Bernard Roussel. Alors brièvement, l'église protestante d'Algérie a une longue existence dans le cadre du système colonial, puisqu'elle a été reconnue une première fois en 1839. En 1960, elle est une région de l'Église réformée de France. Vous voyez, on est tout à fait dans le dispositif de l'époque. Avec cette différence, c'est que les pasteurs sont pris en charge
par l'État. Une sorte d'adaptation du concordat qui vaut aussi pour les prêtres et pour les imams. Alors Ménerville, pourquoi Ménerville ? C'est une petite ville, un petit nœud ferroviaire à 60 km à l'est d'Alger, à mi-chemin d'Alger et de Tizi Ouzou, qui a un intérêt. Elle est à la tête d'une bifurcation de routes et de voies ferrées. D'un côté, la route qui mène à Tizi Ouzou et à la Kabylie. De l'autre côté, la route qui, par les gorges de Palestro, conduit à Bouira et Sétif, Constantine, si on va tout droit, vers Ain Bessem et Boussaada, si on pique vers le sud. Alors en fait, nous sommes dans une société, des territoires qui ont été pensés au temps de la colonie. Ce que l'on appelle l'église de Ménerville, c'est une grande tranche de territoire qui va donc de cette ville de Ménerville jusqu'à Tizi Ouzou au-delà d'un côté, Boussaada dans les sables de l'autre. Et dans ce territoire s'est installé dès après 1870 des centres de colonisation dont certains rassemblaient des familles de Haut-Alpins ou d'Alsaciens, et ces centres de colonisation avaient parfois rassemblé des populations protestantes importantes. Simplement, il s'est trouvé qu'après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après les événements de 1945, toute cette population a fondu, s'est dispersée, et quand je suis arrivé à Ménerville, c'est avec beaucoup de difficultés et de parcours que je pouvais rencontrer une petite trentaine de protestants dans ce territoire. Alors qu'en 1945, il y avait des écoles du dimanche sur la route dans des villages sur la route de Tizi Ouzou où il y avait 120 gamins qui se retrouvaient là le dimanche. Bon, alors avant de découvrir vraiment ce que c'est qu'être pasteur à Ménerville, à l'est d'Alger, en 1960, on va marquer une première pause. C'est vous, Bernard Roussel, qui avez choisi ce titre. Vous nous expliquerez pourquoi, après sa diffusion, il s'agit d'un titre écrit par Boris Vian, mais modifié et chanté ici par Marcel Mouloudji. C'est Le Déserteur, un titre de 1954 sur R2R. Messieurs qu'on nomme grands, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. C'était Le Déserteur, chanté par Mouloudji, un titre écrit par Boris Vian en 1954. Vous êtes sur R2R et vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Bernard Roussel, directeur d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, qui nous raconte avec grand détail son séjour en Algérie entre 1960 et 1962. En tant que pasteur. Alors Bernard Roussel, on vient d'écouter Le Déserteur chanté par Mouloudji. Pourquoi ce choix, Bernard Roussel ? À vrai dire, j'ai hésité. J'aurais pu choisir
souvenir de Johnny Hallyday, qui est de cette période, ou de Charles Aznavour, lorsqu'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains plein de promesses. Finalement, j'ai préféré Boris Vian et Mouloudji, d'une part parce que c'est une chanson qui fait le lien entre toutes les guerres coloniales. Elle a été composée en 1954, c'est la guerre d'Indochine qui se termine. Elle a été remaniée, elle a été censurée jusqu'en 1962, mais je crois que nous tous, nous l'avons chantée ou fredonnée, notamment parce que nous, même si nous n'étions pas, ne faisions pas les mêmes choix, le soutien, la présence auprès des objecteurs de conscience, auprès même des déserteurs, ou encore de tous ceux de nos camarades qui, dans leurs unités, étaient punis pour tel ou tel refus d'obéissance, nous habitait, et c'était un souci constant. Et voilà, la chanson de Boris Vian accompagnait cet état d'esprit. Très bien, alors revenons à votre parcours en Algérie. Donc vous êtes arrivé en Algérie, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes pasteur à Ménerville, à l'est d'Alger, à partir de la fin de l'année 1960. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être pasteur en Algérie, à Ménerville, dans ces mois-là, Bernard Roussel? Qu'est-ce qu'on fait quand on est pasteur? Être pasteur, donc on a un statut, on est désigné par l'Église pour occuper un poste donc pastoral dans une église particulière où on n'est pas totalement maître de soi, dans la mesure où dans l'Église réformée, le pasteur doit agir de concert ou en référence toujours avec un conseil dit d'ancien ou presbytéral. Je suis arrivé dans un endroit où tout était un peu disloqué et surtout une église qui, disons qu'en Algérie, à cette époque, il devait y avoir 6 à 8 000 protestants dans toute l'Algérie, surtout rassemblés dans les villes, Alger, Blida, Oran, Mascara. Et de toute façon, c'était une église protestante qui, en Algérie comme dans la métropole, était extraordinairement divisée dans ses engagements et ses réactions à l'égard de la guerre. Cela se voit dans la presse, que ce soit qu'on lise Réforme ou l'autre journal Tant qu'il fait jour. Et moi, quand je suis arrivé à Ménerville, ces divisions étaient au fond portées, comme il y avait fort peu de monde, chaque fois par des personnes très particulières. Donc j'ai eu des relations avec elles. Mais j'arrivais, formé par l'UNEF aussi. Je dois ajouter aussi que j'arrivais tout jeune marié. J'avais dû hâter considérablement mes projets de mariage parce que le conseil de l'Église, il faut le dire, ne voulait pas d'un pasteur célibataire parce que le précédent, celui auquel je succédais, était devenu frère de Thésée, donc une communauté monastique protestante, et c'était un petit peu en dehors de l'horizon des gens de cette église de Ménerville qui ne voulaient pas que ça se reproduise. Et d'autre part, c'est vrai qu'avec le couvre-feu, les coupures de route, on était souvent très isolés et ils préféraient avoir un pasteur marié, censé aussi être plus raisonnable. Alors à vrai dire, j'ai raté, comme je dis, mon entrée à Ménerville, puisque entre ces quelques personnes, je me suis très vite soucié de savoir où étaient les camps de regroupement. J'ai refusé de célébrer le 11 novembre avec les autorités militaires qui venaient juste d'accepter que des cadavres de supposés rebelles, j'emploie le mot d'alors, soient exposés au marché. J'ai eu aussi de premiers accrochages avec des membres de mon conseil. Et donc, ils m'ont demandé d'être davantage, d'assumer le personnage pastoral, c'est-à-dire de partir en tournée à la rencontre des protestants qui pouvaient encore subsister le long de ces routes. Ce que j'ai fait, ce qui m'obligeait à partir avec ma deux chevaux première génération pendant 7 ou 8 jours sur des routes où il y avait quelques petites aventures.
D'autre part, et puis je prêchais tous les 15 jours à Ménerville et aussi tous les mois à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou étant un lieu étant bien connu, depuis l'arrivée des Français en Algérie, il était exclu que les Français aient une quelconque action religieuse à l'égard des musulmans, et de ce fait, beaucoup de sociétés étrangères ou des personnalités particulières, par exemple des Ménonites, avaient ouvert des missions sur le territoire algérien. Et à Tizi Ouzou, il y en avait une qui est particulièrement connue, que l'on appelait la mission Roland, connue à cause de la personnalité de celui qui la dirigeait, qui était un colonel de réserve, et qui, dans cette mission où beaucoup de choses se passaient, mais ils hébergeaient, outre des mères célibataires, ils hébergeaient aussi des étudiants qui venaient aller à l'école normale, et c'est ainsi que Mouloud Feraoun a logé, il le raconte dans cette émission Roland. Alors voilà, j'ai eu à tenir ce rôle de pasteur, je dirais, un petit peu aumônier auprès de familles très dispersées et très diverses, depuis les fermiers au sud de Ain Bessem, qui étaient les survivants d'un massacre dans lequel étaient disparus tous les autres fermiers installés sur la route et qui vivaient petitement dans la colère, dans le dénuement, dans l'inquiétude des jours à venir, et qui, de ce fait, raisonnaient à toutes les propositions de prendre les armes contre les gaullistes. J'ai connu aussi ce que l'on appellerait un libéral, un homme un village kabyle, qui était maire, qui avait été à l'Assemblée algérienne, qui représentait un peu, qui réfléchissait à l'avenir de l'Algérie et qui avait cette sagesse de dire « si je peux en être, je reste, si l'on ne veut pas de moi, je saurai partir ». Et à Ménerville, il y avait aussi un enseignant d'un collège professionnel qui avait été longtemps en Haute-Kabylie, et c'est un homme, un Charentais, très paisible, mais aussi très soucieux de faire que dans le village, nous ayons une certaine exemplarité dans le calme, et lui se souciait beaucoup de faire que tous les gamins qui passaient dans ses classes aient un métier. Alors par ailleurs, comme je disais, j'avais un statut de pasteur, mais plusieurs rôles à tenir. J'étais aumônier militaire bénévole, une formule très élégante pour dire que l'on me demandait de prendre contact et d'avoir des relations avec les soldats du contingent. Mais l'aumônier professionnel qui m'avait ainsi nommé m'a demandé de ne pas aller prendre contact avec les officiers. Je m'en suis tout à fait accommodé. D'ailleurs, j'ai jamais eu de très bons rapports avec les aumôniers dans l'armée française, mais avec les soldats du contingent qui étaient nouveaux, qui étaient nombreux, j'ai eu beaucoup de rapports, à la fois un peu de covoiturage, puisque je circulais beaucoup dans notre maison. Je dois dire aussi, c'était des temps durs pour les engagés du contingent, et souvent ma voiture ou notre maison a servi un petit peu de sas, de décompression, du désespoir ou de l'attention de soldats qui partaient en permission. Il valait mieux qu'ils pleurent ou qu'ils éclatent de colère ou d'imprécation avec moi que devant leur fiancé ou dans leur famille. Et puis, autre rôle, j'étais associé à l'action de la CIMAD en Algérie. Il faut peut-être présenter ce que c'est, la CIMAD. Alors, la CIMAD, c'est une organisation fondée apparue en 1940 pour venir en aide auprès des évacués d'Alsace et de Lorraine dans le sud-ouest français, mais qui s'est maintenue. Et en Algérie, une de ses composantes, une de ses actions, je ne parlerai pas de tout, c'était de répondre à l'appel qui avait été lancé très solennellement par le pasteur Bugner et monseigneur Feltin, puis ensuite par monseigneur Rodin du Secours catholique, pour que
l'on essaye d'atténuer la misère des gens qui avaient été groupés manu militari dans les camps de regroupement. Un camp de regroupement, c'est une initiative militaire qui conduit à déplacer des gens de leur village d'habitation, souvent en emportant les tuiles du toit, comme ça on est sûr que la maison n'est pas réemployée, puis eux vont reconstruire des baraques. Ces gens sont conduits en général étaient conduits dans des lieux isolés, entourés de fils de fer barbelés et sous contrôle militaire, souvent privés de leurs champs. C'était des zones de misère, des zones d'humiliation des hommes qui étaient encore là et qui n'avaient pas matière à travailler. Cela a touché près de 2 millions de ruraux d'Algériens. C'est quelque chose de considérable qui a complètement déstructuré, on s'en est rendu compte plus tard, la société rurale algérienne. On en a encore mesuré les conséquences au cours de la décennie noire des années 1990-2000 en Algérie. Alors dans ces camps, que pouvions-nous faire? Ce qu'on nous demandait? On nous demandait d'apporter des vêtements, du blé, de l'huile, oui, surtout cela, par des distributions qui étaient en principe régulières. Elles ne le furent pas. Et puis, je dois dire que donner des casseroles de graines à des gens qui n'ont rien d'autre à manger, pour moi, c'était un peu difficile. Enfin, j'ai assumé ce rôle, je l'ai fait. Contrairement aux règles qui nous étaient imposées, j'étais totalement tributaire de l'armée pour acheminer ces sacs et ces cartons, parce qu'il fallait prendre des pistes fermées, besoin des GMC, on m'imposait une escorte militaire. Et d'une part, pour moi, c'était l'occasion d'entrer dans une des réalités de cette Algérie-là pendant ces années, et d'autre part, c'était l'occasion pour moi de contact avec l'armée qui ont souvent pris la forme d'altercations ou de vive opposition, dans la mesure où je me heurtais quelquefois à des petits chefs. Et une fois, je fus pas témoin, mais j'ai été informé d'exactions graves qui s'étaient produites entre deux distributions. J'ai voulu provoquer une enquête et la réponse m'est venue 3 mois plus tard. Je vais la donner parce que, je dirais pourquoi, si monsieur le pasteur peut protéger les témoins, nous ferons une enquête. Et ce type de réponse, ensuite, j'ai repéré que dans d'autres territoires et d'autres situations, c'est celle que les militaires et les politiques font fréquemment aux ONG ou aux autorités judiciaires pour ne rien faire et ne pas intervenir. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Alors, progressons toujours dans votre parcours en Algérie. Bernard Roussel, vous êtes donc d'abord pasteur à Ménerville, puis ensuite vous devenez pasteur à Hussein-Dey. On est là en périphérie d'Alger, c'est en juillet 1961. Alors là, le contexte à la fois de l'église à laquelle vous appartenez et le contexte général de la guerre d'Algérie, tout cela a bien changé, Bernard Roussel. Oui, c'est pour des questions internes à l'église que je suis venu à Hussein-Dey. Hussein-Dey, c'est le faubourg, le grand faubourg est d'Alger, un faubourg de cité, de bidonville. C'est proche, c'est le chemin aussi vers les ports. Et là, je trouvais véritablement une communauté protestante, disons de petits blancs, à l'exception de quelques petites et moyennes entreprises. C'était souvent des gens qui étaient une première ou une deuxième génération de protestants. Avant, ils étaient catholiques d'origine espagnole, maltaise, italienne. Autant dire qu'ils ne me facilitaient pas les contacts auxquels je tenais avec la communauté catholique. Mais c'était une communauté. Donc là, j'étais dans une autre situation qui m'a conduit d'un commun accord avec le conseil et aussi avec mes collègues. Il y avait 3 autres pasteurs à Alger.
il nous a paru important dans une situation qui a été très vite marquée par la tentative de prise de possession de la ville par l'OAS. Ça a été dès septembre 61 l'apparition de l'OAS et les heurts avec les populations musulmanes qui ont été très vite isolées et cantonnées dans leur quartier. Il nous était paru important de maintenir le plus régulièrement possible les rites de la vie communautaire. D'accord. Alors ça passait par quoi, notamment Bernard Roussel ? L'essentiel de ces, je dis, ce sont des rites ou ce sont des pratiques. Alors il y avait bien sûr le culte dominical. Les membres de l'Église n'ont pas cessé de le fréquenter. C'était une occasion pour eux, qui étaient souvent restés apeurés dans leur quartier, de se revoir. C'était l'occasion de parler, de chanter, de prier ensemble. À ce moment-là, pour moi, il y avait donc le culte dominical. Il y avait aussi une tradition à laquelle je tenais beaucoup, une réunion le mercredi soir au temple de lecture biblique, de réflexion, d'entretien, dans lequel nous imitions un peu les offices de deux groupes qui se trouvaient justement sur le territoire de cette église. D'une part, des frères de Thésée, donc cette communauté monastique qui avait essaimé. Il y avait 2 frères de Thésée à Alger, et une communauté de sœurs de Grand-Champ, plus nombreuses, qui sont, si vous voulez, une autre communauté de type monastique protestante, mais féminine. Et outre bien des richesses, il y a, dans chacune de ces communautés, il y a un rythme d'office très régulier. Psychologiquement, c'est très équilibrant. Religieusement, ça avait aussi sa signification. Et enfin, le danger que chacun courait dans la situation créée dans une ville où très vite il y a eu, il faut s'en souvenir, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe maintenant dans d'autres pays, mais il y avait 20 à 40 assassinats par jour. Il nous suffit de feuilleter les journaux d'Alger de l'époque. Le danger que couraient les gens, c'était de s'enfermer sur leur quartier, leur maison, leur rue. Et tout le temps, moi, je me suis employé à faire circuler les adolescents qui avaient besoin demandeurs d'une éducation, d'une instruction biblique, les adultes pour des réunions. Comme je l'ai écrit, je connaissais différents itinéraires pour déjouer les couvre-feux locaux impromptus. On n'a pas toujours évité les aventures, mais ça a été une des composantes de ma vie pendant ces années-là. Donc, vous passez... C'est moi, là. Vous passez plusieurs mois, Bernard Roussel, à Hussein Dey. Et puis là, la scène provisoirement finale, on va voir, pas finale, c'est l'expulsion du 12 mars 1962, Bernard Roussel. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte ? Pourquoi êtes-vous expulsé une semaine ou quasiment avant la signature des accords d'Évian, Bernard Roussel ? Oui, alors, dans mon rôle de pasteur, j'étais prédicateur. Je gardais un contact très étroit et très précieux avec mes collègues. Et puis, j'avais des voisins. Et j'habitais une rue dans laquelle il avait été convenu déjà par mon prédécesseur, le pasteur Chevalier, qu'autant que possible, la guerre n'entrerait pas dans notre ruelle. Ou bien que si elle entrait... nous nous portions secours mutuellement. Ce qui s'était déjà produit à l'occasion de 1 ou 2 attentats. 2 attentats. Et moi, j'étais une fois allé chercher un voisin qui avait été ramené dans la caserne à la suite d'une perquisition nocturne. Un voisin qui s'est révélé plus tard être le responsable FLN du coin. Et un jour, on m'a dit qu'il y avait dans la maison de mes voisins un blessé. Donc je suis allé chercher ce blessé, nommé Ahmed, mais les voisins n'étaient pas là, donc je suis entré dans leur maison, j'ai chargé le blessé dans ma voiture pour aller à l'hôpital Mustapha, et un peu à ma surprise, il a sorti une arme, et sous sa menace, après 20 minutes de circulation un peu compliquée, je l'ai conduit dans un poste caché du FLN. Mais
Très vite, j'ai su que la police et l'armée le recherchaient parce qu'il venait de tuer un Européen. Il avait été blessé dans la poursuite. Et on me recherchait moi parce qu'on m'avait vu partir avec lui. J'ai eu le privilège d'être présenté à un général qui m'a donné le choix entre conduire l'armée à ce poste du FLN ou être expulsé. J'ai choisi l'expulsion. Et donc, la veille, ce que nous croyons être la veille des accords d'Évian, nous avons été expulsés d'Alger. Donc là, on est le 12 mars 1962 et vous partez pour Marseille alors. Et je pars pour Marseille dans la nuit sans avoir pu faire signe à personne. Tardivement à un ami pour qu'il vienne me chercher à Marignane. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous allez revenir très vite en Algérie. Dès le mois de mai 1962, Bernard Roussel, pourquoi vous revenez ? Oui, deux mois après, un peu en catimini, c'est-à-dire sans autorisation, nous avons pu revenir à Alger. D'une part, je me sentais lié à cette communauté que j'avais un peu quittée en urgence. D'autre part, nous savions désormais que malgré les drames des mois de mai, avril, mai, et puis aussi en juin, l'indépendance était inévitable et nous voulions être à Alger à ce moment-là. Donc nous sommes rentrés, nous avons retrouvé notre maison, notre voisin s'est révélé être donc le responsable du FLN. Il nous a dit qu'il prenait en charge notre sécurité, ce qui se traduisait par l'injonction un certain nombre de jours de ne pas sortir de chez nous, de ne pas sortir du quartier, parce que il y a eu, comme vous dites, vous le savez, des tragédies et des choses horribles qui sont passées en même temps qu'on progressait vers l'indépendance. Et donc, nous avons été là tout le mois de juin, où une partie de mon rôle pastoral a été de conduire des gens qui à l'avion, qui au bateau. Mais vous savez, les classes sociales, ça existe jusque dans le malheur. Donc, il y avait un souci particulier pour les petites gens, les personnes très âgées, et puis après, finalement, des malades quasiment abandonnés dans Alger qu'il fallait repérer, détecter, ensuite trouver des billets, trouver des places d'accueil en métropole. C'était assez... Cela occupait bien les journées. Et vous restez en Algérie jusqu'en septembre 1962, Bernard Roussel ? Oui, alors nous avons connu les journées de l'indépendance. Nous n'avons pas participé le 5 juillet. Nous sommes allés voir les cortèges. On va dire c'était l'anarchie la plus totale, la joie, l'exubérance, mais c'était aussi, même à Alger, beaucoup moins qu'à Oran, c'était aussi pour beaucoup des jours de troubles et des jours d'horreur, puisqu'il y a eu donc des enlèvements, que nous savions que déjà les accords d'Évian n'étaient pas respectés dans un certain nombre de points, notamment à l'égard des Harkis. Donc ce sont été des années des journées un peu dans l'expectative. Pour moi, c'était très bien figuré. Et il y avait juste en face de ma porte un soldat de l'ALN qui était là, qui ne parlait pas un mot de français, lourdement armé, qui était toujours avec une nuée de gosses autour de lui. Et puis nous étions en face de lui à ne pas pouvoir communiquer avec lui et en même temps un peu filet doux quand nous étions sous sa vue. Très bien, alors je précise pour nos auditeurs que l'ALN, c'est l'Armée de Libération Nationale. Alors, avant de terminer cette émission et d'évoquer toute la question de la mémoire, on va marquer une courte pause musicale. Bernard Roussel, c'est vous encore qui avez choisi ce titre. C'est un titre de Lounès Matoub, ou de Matoub Lounès, comme on veut, chanteur et compositeur algérien de musique kabyle. C'est un titre qui s'intitule La révolte de la veuve, dans une version de 1998. يموت وعزيز ورنمزير الموت تخير ربي ثدو ذي النقمة
هيك الورث صغير ذو العيون الطير محروم الجنان صزولي ثورتي حقير هيك ذمي سن الخير عفو مثاس الملوك C'était Lounès Matoub ou Matoub Lounès sur R2R, un chanteur-compositeur algérien de musique kabyle. C'était La révolte de la veuve qui a été chantée ici en 1998, date de la mort de Lounès Matoub, assassiné cette année-là. Bernard Roussel, vous avez choisi ce titre. Pourquoi ce choix, Bernard Roussel ? Après l'indépendance, nous étions tous pleins de certain enthousiasme, certaine espérance. Moi, je l'avais vécu dans les mois immédiats de juillet et août 62 en enseignant avec ma femme dans une école au Clos Chalambier, et nous pensions que l'Algérie allait se construire et trouver son équilibre. Et puis, la chanson de Matoub Lounès nous rappelle que l'Algérie a traversé, le nouvel État a traversé des étapes très différentes et parfois très violentes, jusqu'en 1990 et 2000, où de très nombreux artistes, journalistes, romanciers, je pense aussi à Mouloud Mamri, ont été assassinés. Et d'une certaine façon, c'était l'inverse de ce qui était espéré au moment de l'indépendance. Bon, alors reprenons un petit peu le fil de notre récit dans cette émission au miroir de Clio sur R2R en compagnie de Bernard Roussel, directeur d'études honoraires à l'école pratique des hautes études. Alors nous sommes arrivés en votre compagnie en septembre 1962. Septembre 1962, vous quittez l'Algérie que vous n'allez jamais revoir jusqu'ici en tout cas. Alors pour vous, l'année 62 marque une rupture importante dans votre vie et y compris dans tout ce que vous allez vivre après. Bernard Roussel, racontez-nous un petit peu les choses. C'était comme pour beaucoup de gens qui ont vécu ces années-là en Algérie, une rupture s'est produite au retour. Je me suis éloigné, disons, spirituellement et professionnellement de l'Église réformée de France, et je me suis retourné vers les études d'histoire à l'université de Strasbourg d'abord, et je suis devenu enseignant d'histoire. Ceci dit, l'Algérie restait fortement présente dans ma mémoire, et l'expérience des années 60-62 n'était pas étrangère au nouveau cours de mon existence. Alors, vous êtes devenu effectivement professeur dans différentes facultés, dans différentes universités, Montpellier, Genève, Strasbourg, puis Paris, l'école pratique des hautes études. Donc, le parcours en Algérie, ça a structuré votre réflexion d'historien, d'anthropologue, d'exégète ? Bernard Roussel, on peut dire les choses comme ça, ou c'est plus compliqué ? Disons que ce fut une série d'expériences parfois un peu vives, d'expériences brutes, et ensuite, dans le cours des années qui viennent, j'étais amené à les décanter ou à puiser, si vous voulez. Par exemple, quand j'ai retrouvé longtemps après les textes d'une quinzaine de mes messages à Radio Alger ou prédications au temple du Sindé, cela accompagnait tout un pan de réflexion sur ce que je pensais être la réflexion sur
les rapports entre l'Église et l'État ou le christianisme en temps de guerre. Donc il y a une reprise de tout ce matériau. Et puis comme citoyen, je n'ai jamais cessé de rencontrer des Algériens, de lire, de me tenir informé, jusqu'à des rencontres récentes avec des collègues historiens algériens qui, de plus en plus, se soucient d'écrire eux-mêmes leur histoire et l'histoire aussi de ces années difficiles. Il y a encore un problème en Algérie d'accès aux documents, aux sources, aux témoins. Les choses s'améliorent, mais donc par de nombreuses conversations avec eux, j'ai l'occasion de revenir sur ces années passées en Algérie. Alors pourtant, le récit que vous faites aujourd'hui au micro de R2R, pendant longtemps, vous ne l'avez pas fait. Il y a eu une période de silence importante. Pourquoi ne pas parler ? Pourquoi parler maintenant, Bernard Roussel ? Alors, le silence n'était pas total. Il y avait très largement une sorte de pudeur, parce que quoi qu'on dise, et malgré la prolifération, je dis la prolifération des livres, des films, des débats, dans ma bibliothèque, il y a un certain nombre de traces de tout cela. J'observe dans ma famille, parmi mes amis, mes voisins, des rencontres, que beaucoup de personnes de mon âge, c'est-à-dire autour de 80 ans, restent silencieux autour des 2 années que pratiquement tous ont passées en Algérie. Il y a une censure difficile à comprendre, mais qui existe. Une autocensure, donc. Une autocensure. Et moi qui avais peut-être des choses intéressantes à dire, je n'ai pas voulu faire l'intéressant et j'ai été aussi d'une certaine discrétion. Mais maintenant, l'âge est là. Le problème de la transmission se pose. Les petits-enfants sont interrogateurs. Je dis souvent, c'est une expérience d'historien. Les enfants apprennent l'histoire des parents bribe par bribe. Les petits-enfants ont besoin d'un récit plus formé. D'autre part, il y a encore des débats ouverts à propos de la guerre d'Algérie. Il y a ces demandes des historiens algériens auxquelles il faut répondre. Et donc maintenant, je m'exprime et je travaille. Alors je dirais à nos auditeurs peut-être qu'ils ne savent pas que pour l'anecdote, une des premières fois où vous êtes exprimé sur cette question-là, c'est aux États-Unis en 2002 à l'occasion d'un séminaire à Iowa City, Bernard Roussel. Oui, c'est étonnant. Il se trouve que c'est dans une université américaine que pour la première fois on m'a demandé de dire quelque chose. Alors je dois ajouter qu'il y a, lié à la guerre d'Algérie, nous tenant à cœur à ceux de ma génération, peut-être plus qu'à d'autres, il y a des dossiers qui restent totalement ouverts. Allez, je vais en citer 2. Il y a celui qui rebondit constamment, qui est cristallisé autour de la personne de Maurice Audin. On n'arrive pas à savoir toujours la vérité, on la pressent. Et d'autre part, il y a des... On va peut-être préciser Maurice Audin pour Maurice nos auditeurs. Audin, qui est un jeune mathématicien communiste qui un jour a été pris par des parachutistes français et qui a disparu. Et ensuite, sur cette disparition sur laquelle on s'est interrogé, ont couru toutes les versions. Il avait pris la fuite, il était abattu pendant sa fuite, il a été assassiné, mais par qui a-t-il été assassiné ? Par accident. Maintenant, on en revient à une exécution grâce aux dernières confidences de cet abominable bonhomme qui était le général Ossarès. On commence à penser qu'il a été froidement exécuté sur ordre venu de très haut, et on continue de s'interroger. Mais il y a aussi des gens qui, ouvertement, ils le disent sur leur site et dans la publication, sont occupés à transmettre leur haine recuite. Je veux parler ici de vieux tenants de l'OAS qui restent virulents, surtout après avoir passé quelques années de prison,
ou avoir été privé, comme c'est arrivé récemment à l'un d'entre eux, de sa Légion d'honneur. Ces gens-là, non seulement ont tenté de multiplier les manifestations, les monuments, mais il y a seulement 15 jours, avaient prévu d'inaugurer une stèle près d'Alicante en l'honneur de 4 personnes qui ont été condamnées à mort et fusillées pour leurs crimes. Parmi eux, il y a les assassins, ceux qui ont contribué à l'assassinat de Mouloud Feraoun et de ses 5 compagnons des centres sociaux, ce qui est un assassinat qui m'a particulièrement touché, un peu parce que c'était des enseignants, parce que j'avais rencontré Mouloud Feraoun peu de temps avant. C'est pour ça que je suis dans deux associations qui portent le soin de leur mémoire, l'association des amis de Max Marchand et Mouloud Feraoun d'une part, Lampromévaux d'autre part. Ces mémoires-là restent pour certains des enjeux politiques, personnels. C'est en tous les cas très néfaste parce que cela contribue à nourrir un trouble extrême qui tend à se répandre dans la société française. Alors là, autant je suis serein quant à ce que j'ai été, ce que j'ai fait en Algérie, ce que j'y ai dit, autant je ne suis pas totalement heureux sur ces séquelles qui subsistent dans d'autres sociétés. Bon, très bien. Alors, on ne peut pas franchement dire que la mémoire de la guerre d'Algérie est sereine aujourd'hui, en quelques mots. On arrive au terme de l'émission, Bernard Roussel. Difficilement, parce qu'il y a des résurgences totalement déplaisantes en France et en Algérie, et je dirais aussi encore entre la France et l'Algérie. Et moi je suis Marseillais, donc je souhaite que la mer Méditerranée redevienne un espace que l'on franchit aisément dans tous les sens, et je suis très, très soucieux de tout ce qui peut survenir comme obstacle à cette libre circulation. Donc il y a un travail à faire aussi de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Très certainement, il se fait mieux ces temps-ci qu'il y a simplement 5 ans ou 10 ans. C'est-à-dire que les derniers témoins parlent, souvent de manière contradictoire, des colloques se tiennent, des archives finissent petit à petit par s'ouvrir, mais vous le voyez, les relations franco-algériennes sont à la fois intenses et encombrées de toutes sortes de choses qui demandent à être éclaircies. On travaille sur la guerre d'Algérie en Algérie. On travaille sur la guerre d'Algérie en Algérie. Une petite chose, les années ont passé, ça se produit depuis 6 mois, j'observe dans le journal El Watan, meurent des personnalités qui ont joué des rôles très importants pendant la guerre d'Algérie, et leur nécrologie dans les journaux prennent de l'ampleur et se font de plus en plus précises, qu'il s'agisse de militants du FLN ou qu'il s'agisse, ce sera peut-être le mot de la fin parce que c'était un grand étonnement, il y a 2 mois, le journal El Watan consacrait 2 pages au décès de sœur Renée, une des sœurs de Grandchamp, qui a toujours vécu dans l'Oued Ouchaya et en Algérie, et étonné par cette place donnée au décès d'une sœur protestante, par définition discrète. Je suis entré en contact avec l'auteur de l'article, qui s'est révélé être une collègue historienne qui travaille sur cette période. Bien, merci beaucoup Bernard Roussel. C'est ainsi que se termine le 13e numéro de Miroir de Clio. Nous étions donc en compagnie de Bernard Roussel, directeur d'études honoraire à l'école pratique des hautes études et qui nous a raconté son séjour en Algérie entre 1960 et 1962. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h, mais on se retrouve exceptionnellement dans une semaine pour la dernière de la saison. En attendant, restez à l'écoute de nos programmes. À très bientôt sur R2R.